Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Je dois vous avouer mon obsession du moment Kafka, et pas seulement parce qu'il est mort il y a 100 ans. Il y a un Kafka politique. En fait, c'est Simon Leys, le grand sinologue, qui disait cela. Le XXe siècle, expliquait-il, a été le siècle de deux écrivains, Orwell et Kafka, deux écrivains qui, à leur époque, étaient considérés comme mineurs, et tout semble indiquer que le XXIe siècle sera plus encore le siècle d'Orwell et de Kafka. Je trouve que Kafka est tout entier dans l'actualité parce que, bien sûr, il permet de penser la barbarie, le sadisme, l'absurdité de l'homme face à la société, face au système, et puis aussi parce que Kafka interroge l'identité juive. J'aimerais bien arrêter de parler de juifs à un moment, mais voilà, les Juifs sont au cœur de l'actualité, les Juifs et aussi la question israélo-palestinienne. Et Kafka, donc au début du XXe siècle, rappelle à quel point la question sioniste a été une question brûlante pour cette part-là de la diaspora juive. Alors pour en parler, nous sommes en compagnie de deux kafkaologues. Philippe Zard, bonjour. Bonjour. On vous doit notamment La fiction de l'Occident, Thomas Mann, Franz Kafka, Albert Cohen, aux presses universitaires de France. Léa Weinstein, bonjour. Bonjour. Vous avez consacré votre thèse à Kafka, une thèse très politique, puisque vous avez tenté de dresser des liens entre Kafka, Walter Benjamin, Hannah Arendt, Gunther Anders, et puis vous publiez un livre où il est beaucoup plus question de la dimension juive de Kafka. J'irai chercher Kafka, une enquête littéraire, et c'est aux éditions Flammarion. Si vous deviez présenter Kafka à quelqu'un qui ne l'aurait jamais lu, Léa Weinstein, qu'est-ce que vous diriez ? Je dirais que c'est un homme qui naît à Prague en 1883 dans une famille juive, donc, mais dans cette ville de Prague, donc dans un contexte très très singulier, qui va écrire assez tôt, mais qui ne va pas consacrer apparemment sa vie à l'écriture, puisque il travaille dans une compagnie d'assurance. Il va se spécialiser sur la question des accidents du travail. Et puis, à côté de ça, il écrit. Il va publier assez peu de son vivant, puisque nous avons de son vivant quelques nouvelles, 2 recueils, quelques pages en réalité, mais beaucoup de manuscrits qu'il va laisser parce que c'est un homme aussi qui rapidement va connaître la maladie. Il est atteint de tuberculose et il va passer une grande partie de sa vie en réalité dans les sanatoriums à essayer de guérir de cette tuberculose. Et il meurt jeune, à l'âge de 40 ans, dans un sanatorium près de Vienne, laissant donc derrière lui une œuvre qui va naître en réalité après sa mort et contre sa volonté, si on peut dire, puisqu'il laisse à sa mort un testament impossible, peut-on dire, adressé à son ami Max Brod, avec qui il aura traversé cette vie, testament lui demandant de brûler, de détruire en tout cas, tout ce qui reste de cette œuvre. Donc nous avons Kafka aujourd'hui, grâce à ce geste de Max Brod qui décide immédiatement de ne pas respecter le testament. Philippe Zard, naître à Prague à la fin du XIXe siècle, ça n'est pas du tout anodin du point de vue donc de l'identité juive, de cette Mitteleuropa qui a été complètement balayée par les nazis. Là aussi, j'aimerais que vous disiez à quel point ce lieu était important et essentiel pour comprendre une part de l'histoire de l'Occident. Alors Kafka naît en effet en 1883. Il naît sujet de l'Empire d'Autriche et il faut rappeler qu'il ne meurt pas sujet de l'Empire d'Autriche, par définition, puisqu'il meurt citoyen de la jeune République tchèque de Masaryk. Il a donc vu au milieu de son existence s'effondrer le monde dans lequel il est né. Et les questions qui se posaient à la fin de sa vie n'étaient pas exactement les mêmes que celles qui se posaient au tournant du siècle. Alors, Prague, qu'est-ce que c'est dans l'Empire d'Autriche ? C'est d'abord une province. On a tendance aujourd'hui à mythifier Prague, mais c'était une petite ville. Enfin, c'était une ville
moyenne de province, hein, c'était rien de comparable à Berlin ou Paris, et c'était une ville qu'on appellerait aujourd'hui, le mot n'était pas de l'époque, multiculturelle, c'est-à-dire qu'il y avait en gros 3 groupes ethno-linguistiques qui étaient d'une part les Allemands, une minorité, mais une minorité qui exerçait une hégémonie culturelle et intellectuelle, la grande littérature allemande, la politique, l'administration était allemande, et contre cette hégémonie d'une minorité germanophone, s'affirmait de plus en plus un nationalisme tchèque, hein, et la majorité de la ville était composée d'une population souvent bilingue, mais tchécophone essentiellement. Et entre ces 2 groupes ethniques ou ethno-linguistiques, il y avait les Juifs. Eux-mêmes, d'ailleurs, on ne le dit pas assez, partagés entre une partie tchécophone et une partie germanophone. Et Kafka appartenait à cette partie germanophone. Et ce judaïsme de la famille de Kafka était un judaïsme qui vivait dans le culte de la grande culture allemande. C'est là que Kafka a fait son éducation, et il n'est venu à la conscience claire de sa judéité que relativement tard, autour de la fin de 1911. C'était une minorité très poreuse à l'influence germanique, mais déjà très largement travaillée et vulnérable au nationalisme grandissant, vulnérable à l'antisémitisme croissant de l'époque. Oui, c'est ça en fait. Le paradoxe de ce moment Kafka, c'est que c'était des Juifs très déjudaïsés. Kafka disait notamment: qu'ai-je en commun avec les Juifs? Je n'ai déjà rien de commun avec moi. Et Léa Weinstein, dans la thèse que vous avez faite, on voit en fait comment des penseurs qui ont une grande importance sur la politique, je pense à Arendt, à Gunther Anders, qui était le premier mari d'Hannah Arendt, mais aussi des penseurs comme Benjamin, qui a été un grand philosophe, qui a pensé la modernité des villes, ou bien encore Adorno, lui qui s'est exilé aux États-Unis, qui est symptomatique d'une école de Francfort, qui a relu Marx. Et bien tout cela, Léa Weinstein montre à quel point Kafka, son premier rôle politique, ça a été de nourrir des penseurs qui ont pensé la modernité démocratique. Oui, qui se sont confrontés à Kafka, à chacun, tous ceux que vous venez de citer à un moment donné. Je pense que le fait que vous rappeliez que cet exil biographique d'Adorno est important pour comprendre aussi ce qu'ils vont chercher et trouver apparemment chez Kafka, c'est aussi cette figure de l'étranger, cette question de l'exil, c'est-à-dire aussi la question de l'identité, de l'appartenance. Peut-on quitter un lieu pour appartenir à un autre? Et dans leur parcours biographique, ces philosophes vont vivre ça concrètement et ils vont le retrouver dans la trajectoire de certains personnages de Kafka, un exil ou un mouvement qui soit réel ou symbolique. On pense au château, à cette impossible arrivée dans le château, comment être accepté par le château et comment comprendre ce qu'on attend de nous en réalité. Donc ils vont aussi trouver une sorte d'identification à travers cette question de l'exil et à travers cette question de l'identité. Qui sommes-nous et qui décide quelle identité nous avons? Et oui, parce qu'il faut se représenter que c'était des Juifs qui se sentaient très peu juifs, qui étaient infiniment plus allemands par la langue que juifs, et qui soudainement se sont retrouvés face à l'antisémitisme, obligés de fuir. Pour les uns, Kafka est mort en 24, il n'a pas eu à fuir, mais c'est cela enfin leur destin identitaire. Il y a une nouvelle de Kafka qui s'appelle Le Nageur, Léa Weinstein. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette nouvelle ? Oui, c'est un texte qui a été écrit probablement en 1920, donc ça fait partie de ces fragments posthumes, qui s'appelle Le Nageur ou Le Grand Nageur. C'est l'histoire d'un champion de natation qui rentre des Jeux Olympiques. Donc j'aime bien la relire ces temps-ci. Qui rentre des Jeux Olympiques et le texte nous dit qu'il a gagné un record incroyable de natation, battu le record du monde, et il rentre dans sa ville natale. Donc il y a apparemment une ville natale, une patrie.
Et il est accueilli par la foule en liesse et il doit faire un discours de remise de cette médaille et d'arrivée dans sa ville natale. Et le discours commence alors que le nageur explique qu'il est très content d'être ici et au milieu de cette foule qui a l'air ravie pour lui, mais qu'il n'a pas vraiment gagné le record de natation puisqu'il n'a pas de patrie, que ce n'est donc pas pour ce pays qu'il a gagné cette médaille, d'ailleurs il ne les comprend pas, ces gens qui sont venus l'accueillir, et qu'en réalité, il ne sait pas nager. Donc c'est un texte qui, comme souvent chez Kafka, pose une situation pour la déconstruire petit à petit et la rendre complètement absurde. Des textes parfois obscurs, poétiques. Oui, mais c'est aussi un texte qui parle justement de cette question de la patrie, de l'identité, de l'impossible nationalité. C'est-à-dire, oui, il a gagné le record du monde, mais il n'a pas de patrie et il ne comprend pas leur langue. Donc ça nous ramène à ce que Philippe Zard nous expliquait d'ailleurs sur Prague et sur ce contexte linguistique. Il n'y a pas de patrie possible pour Kafka, ni pour ce champion de natation. On se retrouve dans une vingtaine de minutes pour ces 100 ans de Kafka. Kafka si actuel. Léa Weinstein, J'irai chercher Kafka, une enquête littéraire. C'est publié aux éditions Flammarion. Philippe Zard, La fiction de l'Occident. Thomas Mann, Franz Kafka, Albert Cohen aux presses universitaires de France. Et de Shylock à Sinoc, essai sur les judaïsmes apocryphes au classique Garnier. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Kafka est mort il y a 100 ans, et pourtant il n'a jamais été autant d'actualité. Lui pourtant qui écrivait dans une Prague qui n'existe plus, une Prague où il était en proie à des questions identitaires fortes autour du judaïsme, autour d'un judaïsme déjudaïsé, autour aussi d'une existence individuelle, car l'œuvre de Kafka est traversée par cette question éminemment moderne du statut de l'individu dans la société, une société qui lui est hostile, une société qui présente une forme d'absurdité évidente. Nous sommes en compagnie de Léa Weinstein. On vous doit notamment J'irai chercher Kafka, une enquête littéraire aux éditions Flammarion. J'accueille ma camarade Christine Le Cerf. Bonjour. Bonjour Guillaume. Car Christine, vous signez une grande traversée sur Franz Kafka. Vous nous en direz quelques mots tout à l'heure. Elle sera en ligne dès ce vendredi sur le site de France Culture et bien sûr sur l'appli Radio France. Et puis Philippe Zard, vous êtes professeur de littérature comparée à l'université Paris-Nanterre. On vous doit notamment La fiction de l'Occident aux presses universitaires de France. Je l'ai dit, Kafka politique, c'est tout d'abord une manière d'évoquer la barbarie, une manière d'évoquer aussi le sadisme politique notamment. En quoi est-il actuel, Philippe ? Vous avez tout à l'heure opposé Orwell à Kafka, ou rapproché Kafka et Orwell, à juste titre. Simplement, il faut bien préciser que Orwell n'est pas du tout le même type d'écrivain que Kafka, parce que Orwell parle directement de politique ou de manière si évidente, si transparente dans La ferme des animaux. C'est nous savons une fable c'est politique. Une page historique de l'Union soviétique ou de la Révolution russe. Kafka, lui, ne parle jamais que indirectement de la politique, mais le politique est partout présent dans son œuvre. Il en parle indirectement, au point même qu'on lui a parfois reproché de ne pas en parler assez. On l'a accusé d'individualisme décadent. En 1946, une revue communiste se demandait s'il fallait brûler Kafka, précisément parce qu'il n'avait pas rejoint le camp. Il était suspect de n'avoir pas rejoint le camp progressiste, sans songer d'ailleurs que les seuls qui aient jamais songé à brûler Kafka, c'est Kafka lui-même et Adolf Hitler. Il n'en demeure pas moins que le génie de Kafka est de continuer à nous parler encore aujourd'hui, alors que peut-être certaines pages d'Orwell sont davantage datées. Alors, comment le fait-il ? Eh bien, en articulant précisément ce qu'on pourrait appeler un cauchemar subjectif et un cauchemar collectif. D'une certaine manière, les 3 romans de Kafka traitent tous du revers de nuit, du revers cauchemardesque de certaines utopies ou de certains idéaux occidentaux et modernes.
Qu'est-ce que ces cauchemars politiques? Parce que ça peut éventuellement nous parler, un cauchemar politique. Alors, 3 cauchemars politiques, 3 romans. L'Amérique, le premier roman de Kafka, c'est la manière dont la terre des possibilités illimitées se change en terre d'exil. Le procès, c'est la manière dont l'état de droit devient tout à coup un régime de terreur. Et le château, c'est la manière dont un monde administré, donc un rationnel, devient une épouvante bureaucratique. Alors, je nuance, car bien sûr, il ne s'agit pas d'une lecture à sens unique, il y a une ambiguïté de ces romans, et la matrice de la vision de Kafka est assurément une protestation contre un certain régime d'autorité, un régime de pouvoir en tout cas, et peu à peu, ce qui est la pente anti-autoritaire de Kafka se transforme en une enquête spéculative, romanesque, imaginaire, sur les fondements de l'autorité et sur les fondations de l'existence. Et c'est aussi pourquoi, d'ailleurs, Kafka est obsédé par le paradigme architectural, le château, la muraille de Chine, le terrier. Quelles sont les fondations de notre existence et de notre existence subjective comme de notre existence collective? Léa Weinstein. Là-dessus, justement, il y a cette lecture-là. Alors, on ne peut bien sûr pas le réduire à cela, mais il y a nécessairement cette question politique qui est posée par Kafka. Oui, et je pense que Philippe Zard l'explique bien. Ce qui est très fort chez Kafka et ce qui fait peut-être qu'on le lit encore aujourd'hui et qu'on a l'impression qu'il nous éclaire sur certains aspects du monde, c'est qu'il prend soin de nous donner envie d'interpréter, mais en déjouant chaque fois les interprétations possibles. Ce qui fait que, effectivement, il n'y a pas cet effet de date. On ne sait pas exactement où on est chez Kafka. On est sans cesse dans cette espèce de non-lieu qui nous révèle en même temps des structures. Et donc, il y a le paradigme architectural. Moi, je pense souvent aussi à une radiographie. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il a cette espèce de regard possible sur le monde, sur la question du pouvoir, sur notre rapport à la loi, qui serait comme une radiographie, qui nous révélerait comme une espèce de colonne vertébrale, de structure tellement profonde qu'elle nous permet de comprendre les choses encore aujourd'hui. Dans ce rapport à la loi, un extrait du procès. J'ai oublié de vous demander d'abord le type d'acquittement que vous désirez. Il y a 3 possibilités. L'acquittement effectif, l'acquittement apparent et l'ajournement indéfini. Léa Weinstein. Oui, en même temps, on a presque envie de rire en écoutant cet extrait. C'est ce qui est fort aussi, c'est-à-dire que le cauchemar subjectif s'articule au cauchemar collectif et l'absurde s'articule au tragique, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans cet écrasement total de l'individu par la loi qui est tellement puissant que Kafka arrive presque à en faire une forme d'ironie, c'est-à-dire on peut se réveiller un matin transformé en vermine, on peut se réveiller un matin arrêté pour une faute qu'on ignore, et ainsi est la structure du monde. Donc on songe bien sûr à un régime totalitaire, un régime policier. On songe aussi, dans la colonie pénitentiaire, à une sorte de préfiguration du goulag ou bien des camps de concentration, Léa Weinstein. Alors la colonie pénitentiaire, c'est en effet aussi la question de la machine, puisqu'il s'agit d'une situation dans laquelle il y a une machine de torture qui inscrit sur le corps des condamnés les lettres de la faute qu'ils ont commise. Donc c'est la question de la torture, c'est aussi, comme le titre nous l'indique, la question de la colonie. Il y a d'ailleurs aussi des lectures de Kafka qui vont dans cette direction. Kafka décolonial, qui en tout cas nous parlerait de ce rapport de pouvoir-là. Et oui, parce que ça rappelle aussi bien les geôles de Bachar el-Assad, les geôles, bien sûr, en Corée du Nord. Je regardais les images de Poutine et Kim Jong-un. Tout cela, Philippe Zard renvoie à une certaine image de Kafka,
plus une dimension existentielle, parce que Kafka, c'est aussi un individu qui se sentait profondément étranger au monde qui l'entourait. Et c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure. C'est pour ça que pour les staliniens, ses écrits étaient monstrueux, parce qu'ils n'étaient pas politiques au sens où il aurait fallu être marxien selon eux. En effet, Kafka n'était pas militant, il avait des sympathies politiques, il n'était pas étranger à la politique, contrairement à ce qu'on a pu dire. Il avait des sympathies qu'on pourrait aujourd'hui qualifier globalement, de manière un peu caricaturale, de gauche. On l'a même dit anarchiste à l'origine. Il avait fréquenté quelques cercles anarchistes, il avait une forme d'admiration pour Kropotkin et d'autres, mais il est vrai qu'il n'était pas militant. Et de ce point de vue-là, on a affaire à une œuvre très cohérente, parce que ceux qui lui reprochent précisément de ne pas avoir pris plus clairement, plus explicitement position dans ses livres, de ne pas avoir écrit finalement des livres engagés, attendent justement de la littérature ce qu'elle n'a pas à donner. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être à la fois ancré dans un imaginaire anti-autoritaire et utiliser la littérature à des fins autoritaires. De ce point de vue-là, par exemple, Geoffroy de la Gannerie se trompe complètement lorsqu'il considère que le tort de Kafka, finalement, c'est de ne pas avoir été sociologue et de ne pas avoir dit ce que dit la Gannerie lui-même. Une œuvre littéraire ne peut pas nous éclairer si elle ne fait que répéter ce que disent les sciences humaines ou ce que dit la sociologie ou l'histoire. Christine Le Cerf. Moi, je voulais ajouter, abonder tout à fait dans le sens de Léa Weinstein et Philippe Zard, c'est que Kafka est politique par le rôle qu'il donne à la littérature. La littérature, c'est le lieu de la question. Et ça, aucun pouvoir ne peut arrêter ce questionnement éternel que Kafka installe au cœur même de son texte. Et je dirais qu'il est aussi politique dans la joie et la puissance qu'il donne à l'écriture, qui est capable de métamorphoser le monde. Et ça, c'est aussi très politique. Je vous propose justement d'entendre un extrait de la bande-annonce de votre grande traversée, donc qu'il est possible de télécharger dès maintenant, où il est question de Kafka. Allons-y. De l'homme, chic type, grand, élégant, peut-être un peu timide parce qu'il était si beau. Et les femmes l'aimaient beaucoup, et il aimait les femmes. C'est un homme qui était dans la vie. Et d'une certaine manière, sa littérature l'était aussi. Je pense que Kafka est celui qui a voulu sortir des limites, se jeter dans les buissons, se rouler en boule dans les buissons. C'est une sorte de bête à la fois très humaine et très sauvage. Parce qu'il y a une inquiétude aussi chez Kafka. C'est un animal qui est toujours aux aguets. On pourrait dire que la logique de cette histoire est la logique d'un rêve ou d'un cauchemar. Un extrait de votre grande traversée, Christine Le Cerf, Kafka métamorphosé, réalisé par Anne Pérez-Francini. Oui, alors on a parlé d'un Kafka actuel. Dans cette grande traversée, il s'agirait plutôt d'un Kafka présent. C'est-à-dire qu'on n'est pas tenu de le comparer avec notre monde d'aujourd'hui, mais on mesure à quel point il pourrait habiter notre propre monde à sa manière. Et donc j'ai tenté de redonner une présence vivante à Kafka en allant sur les lieux où il a vécu, en enregistrant essentiellement la grande traversée à Prague et à Berlin, et en récoltant des témoignages de descendants de sa famille, parce que oui, Kafka a par exemple un arrière-petit-neveu français. Sa famille était loin d'être cantonnée à Prague, il avait des membres de sa famille dans le monde entier. Un de ses oncles a participé à la construction du canal de Suez, un autre était dirigeant d'une agence de chemin de fer en Espagne. Donc lui redonner une famille, lui redonner un corps, des émotions, une violence, une colère, de la joie, de la sensualité et non pas de la sexualité. Et puis une activité professionnelle hors du commun
Kafka n'est pas un gras de papier. Kafka est presque un haut fonctionnaire qui a rédigé des discours très importants sur la prévention des accidents et qui a été immergé dans son monde comme peut-être aucun écrivain de sa génération ne l'a été. Parce que dans son petit bureau de l'Office des assurances, il était confronté à quoi ? Aux doigts amputés, aux blessés de guerre déformés, aux trembleurs de guerre qu'on soignait aux électrochocs. Et Rainer Starr, qui est le biographe très connu de Kafka, qui intervient beaucoup dans mon émission, a même été jusqu'à dire que Kafka avait été porteur de secrets d'État, puisqu'il était l'un des rares à savoir qu'on traitait les trembleurs de guerre à l'électrochoc. Donc Kafka n'est pas coupé du monde, n'est pas coupé de son corps, il est entièrement là et il est aussi présent à travers ses textes. La radio est magique. Tom Mercier, qui est un des jeunes acteurs de la scène française qui jouait un oiseau dans Le règne animal, incarne Franz Kafka, Kafka animal. Léa Weinstein, il y a les interrogations, comme vous disiez tous les trois tout à l'heure au sujet de Kafka, elles sont nombreuses parce qu'il y a une sorte de mystère. On parlait de la difficulté d'être aujourd'hui. Il y a une multitude d'interrogations sur l'individu, l'écrivain, et c'est ce que vous avez fait dans votre enquête littéraire. J'irai chercher Kafka, le livre que vous publiez chez Flammarion. Vous montrez à quel point rien n'est clair chez lui parce que, bon, c'est difficile de vivre et il a semé comme ça un certain nombre d'indices sur son existence. Racontez-nous. Oui, alors ce livre, il part du moment de sa mort, du testament qu'on évoquait tout à l'heure, donc de cet ami, Max Brod, dont Kafka était très proche, et qui trouve cette enveloppe à son nom après la mort de Kafka, dans laquelle Franz Kafka demande de détruire les manuscrits qui restent. Sauf que Max Brod décide de faire l'inverse, de commencer au contraire un grand chantier de publication. Il façonne en réalité l'œuvre posthume de Kafka. Nous sommes dans les années 20, Kafka meurt en 1924. Et puis, 1939, Max Brod, juif à Prague, quitte Prague dans la précipitation et décide d'emporter avec lui les manuscrits de Kafka qu'il avait donc sauvés une première fois et qu'il sauve d'une certaine façon à ce moment-là une deuxième fois en les emportant dans son exil in extremis vers Tel Aviv, vers la Palestine de l'époque. Et à ce moment-là commence donc une histoire de Kafka après Kafka, à travers l'histoire de ses manuscrits, qui va poser et refléter un certain nombre de ces questions qu'on traverse ensemble depuis tout à l'heure. C'est-à-dire, qui est-il ? Y a-t-il une identité, une patrie, une nationalité même à laquelle Kafka peut être assigné ou rattaché ? Donc, à qui appartiennent ces manuscrits ? Et quand je disais que tout était actuel chez Kafka, Philippe Zard, cette dimension aussi, la question israélo-palestinienne, alors bien sûr en 1924, elle ne se posait pas de cette manière-là. En revanche, le sionisme culturel était l'une des interrogations de Kafka, comme de la plupart des juifs de la Mitteleuropa à l'époque. Et il y a dans l'œuvre de Kafka un certain nombre de signes qui montrent que la question qu'on appellerait israélo-palestinienne aujourd'hui était aussi sa question. Alors, peut-être pas sa question, mais la question du sionisme était présente. Alors d'abord parce que, historiquement, beaucoup d'amis de Kafka fréquentaient les cercles sionistes, donc cette question était présente. Et Kafka a évolué dans sa position. Il a d'abord été curieux mais distant des propos, des discours sionistes, parce que de manière générale, il se défiait de toute idéologie et de tout embrigadement. Et donc, l'embrigadement sioniste n'était pas plus intéressant que les autres de ce point de vue-là. Cela dit, il partageait avec ses camarades cette certitude que l'assimilation était en Europe centrale vouée à l'échec. Et il y a d'ailleurs un texte très drôle de Kafka qui s'appelle « Communication à une académie », qui peut être lu comme une satire de l'assimilationnisme. C'est l'histoire d'un singe qui a acquis la parole, qui ressemble à un homme,
mais qui se croit, ou qui semble se croire entièrement humain, assimilé, hominisé en quelque sorte, et toute la réflexion sur la singitude, la singité de ce singe a pour arrière-plan une réflexion sur la judaïté, cette judaïté qu'on ne peut pas effacer. Et cela, Kafka en était tout à fait conscient. C'est pourquoi il s'est intéressé au sionisme malgré tout, et que peu à peu, lorsque les menaces de l'antisémitisme se sont fait davantage entendre, il s'en est rapproché jusqu'à envisager, dans les derniers mois de son existence, une émigration dans cette Palestine qu'il ne connaissait pas, mais dont on lui parlait beaucoup. Et c'est finalement ce que vous avez fait, Léa Weinstein, dans votre enquête, puisque aujourd'hui, Kafka est à Prague, mais aussi à Tel Aviv, où bien sûr il n'a jamais mis les pieds. Oui, il se trouve que ces manuscrits, donc en fait, à travers cet itinéraire qui est celui de Max Brod, se sont retrouvés à Tel Aviv. Et puis il se trouve qu'ensuite l'histoire va faire de Kafka le cœur d'un procès dans lequel vont s'opposer l'État d'Israël et l'Allemagne, donc reflétant ainsi, et c'est ce qui est assez incroyable, des questions que Kafka lui-même se posait sur son identité, sur son écriture, sur son œuvre. Suis-je un écrivain juif? Suis-je un écrivain allemand, étant donné qu'il écrivait en allemand? Ce sont des questions qui s'est posées, et ce sont des questions qu'on va retrouver dans ces procès pour savoir à quel endroit y a-t-il un lieu juste aujourd'hui pour que ces manuscrits reposent. Finalement, l'État d'Israël va remporter ces procès et donc les manuscrits se trouvent aujourd'hui à la Bibliothèque nationale d'Israël à Jérusalem. Et là aussi, Philippe Zard, dans l'un des textes très connus de Kafka, La lettre au père, ce qu'il y a d'étonnant, ce sont donc les reproches qu'il adresse à son père en lui disant en substance « Tu ne m'as rien transmis du judaïsme et il n'est pas utile d'être juif pour comprendre cela, il suffit d'avoir un père et de critiquer son père, puisque c'est évidemment le mouvement que l'on fait. C'est finalement une sorte de parabole de l'individu moderne et de la question de la très difficile transmission dans notre société. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, alors que on est dans une sortie de la religion, que d'avoir justement transmis quelque chose à ses enfants? C'est ce qui fait, je crois, l'un des intérêts les plus extraordinaires de l'œuvre de Kafka, une œuvre dans laquelle le mot juif n'est jamais prononcé, en tout cas une œuvre fictionnelle dans laquelle le mot juif n'est jamais prononcé, qui parle constamment à partir d'une position juive, mais qui s'adresse en réalité à l'universel. Robert Alter a dit de l'œuvre de Kafka qu'à travers cette question juive, elle embrassait, elle concernait les contenus spirituels de la condition moderne, les contours spirituels de la condition moderne, c'est-à-dire la condition de l'homme lorsque se sont disloquées les allégeances et les traditions. Que devient-on dans cet abandon ou dans cet oubli de la tradition ? Christine Le Cerf. Je pense que la grande force de Kafka, c'est d'avoir transmis le rêve, et singulièrement le rêve de la Palestine. La Palestine, pour lui, c'était cet espace imaginaire rêvé, dans lequel il n'ira jamais, mais qui a nourri un espoir. Et je pense qu'à l'intérieur de ces textes font rêver à cet espoir-là. Léa Weinstein, vous qui êtes allée en Palestine chercher les traces, toutes les traces écrites de Kafka, les traces énigmatiques, parce qu'on retrouve des fragments, des mots qu'il a comme cela écrits sur des feuilles de papier. Oui, et pour aller dans le sens de Christine Le Cerf, il y a cette idée du rêve, et il y a cette phrase très belle dans laquelle Kafka écrit je ne serais pas allé jusqu'en Palestine, mais au moins j'aurais mis mon doigt sur la carte. Léa Weinstein, j'irai chercher Kafka, une enquête littéraire. C'est chez Flammarion. Philippe Zard, de Shylock à Sinox, c'est au Classique Garnier. Christine Le Cerf, votre grande traversée, elle est disponible dès maintenant sur l'appli Radio France.